Un. Bonjour à tous et bienvenue dans le second live du MOOC Vigne Vin. Aujourd'hui, nous allons traiter du module 2 autour de la viticulture avec trois intervenants. Donc Christian Chervin qui est en direct depuis Toulouse. Bonjour Christian. Nous avons également Grégory Gambetta et Kees van Leuven directement depuis Bordeaux. Bonjour Greg et Kees. Alors, désolé, on a quelques petites minutes de retard parce que le MOOC, le live en anglais a duré un petit peu plus longtemps parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, je vous propose d'enchaîner directement avec la première question qui est, je pense, plutôt pour Christian, sur tout ce qui est... est-ce que vous pouvez nous parler du Guyot et du Guyot Poussard? Alors déjà, moi, première question, est-ce qu'il y a une différence entre le Guyot et le Guyot Poussard? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus longuement? Alors, en fait, dans le cours, on n'a pas tellement détaillé le Guyot et le Guyot Poussard, parce que bon, c'est un cours trop rapide pour aller aussi en détail. Le Guyot, déjà, c'est la taille qui permet de laisser une tige plus longue. Et attendez, je laisse le son parce que là, c'est vraiment pas bon. Laisser une tige plus longue, souvent parce qu'en fait, les bourgeons du milieu de la tige, c'est-à-dire si on les numérotait à la base du vieux cep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a des bourgeons qui sont plus fructifères quand on s'éloigne du vieux cep. Et donc c'est un choix de taille que de laisser une baguette ou pas. Donc le Guyot, c'est une taille avec une baguette et un courson, donc le Guyot Poussard, lui, c'est une forme de Guyot où éventuellement on laisse deux bras et on laisse toujours le courson, c'est-à-dire ce qu'on appelle spur en anglais, le petit morceau de rameaux à deux yeux, par exemple deux bourgeons, on le laisse sur le bas pour maintenir un flux de sève sur le bas du bras, parce que l'endroit où on taille la baguette, souvent ça fait une blessure, et en fait il y a des cicatrices et des parties du bois qui meurent, et ça peut créer des interruptions du flux de sève. Donc le poussard, c'est tailler en laissant le courson sur le bas et la baguette sur le haut, donc on fait toujours la blessure de taille la plus grosse sur le haut du bras. Voilà, c'est l'idée de garder un flux de sève sur une partie du bras de vie. Peut-être Kees ou Greg veulent rajouter des points là-dessus. Ça semble assez clair, juste peut-être rajouter quelques deux points. Dans le Guyot Poussard, on a deux bras, et donc 2% de chaque côté, et donc sur un des deux côtés, un long bras, une baguette, que l'on alterne d'une année sur l'autre. Donc une année, on a un long bras d'un côté, et l'autre année, de l'autre côté. Et il faut faire attention, quand on laisse des pourcents, on les laisse toujours sous le bras, et donc en position inférieure, donc plus près du centre de la souffle, au niveau long bras, avec toujours le premier pourcent sous le pourcent qui regarde toujours vers le bas. Ok, merci à tous les deux. Alors, je suis désolée, je fais un petit peu la grimace parce que nous on a des problèmes de son. J'espère que ça se passe mieux pour vous derrière vos ordinateurs et on va essayer de le régler en cours de route ou en tout cas de s'améliorer au fur et à mesure. Une deuxième question qui est autour des cultures sous couvert. Alors je ne sais pas si on prend cette question parce que Aurélie, l'enseignante qui a participé, n'est pas là. Est-ce que quand même vous voulez faire une intervention, peut-être Greg ou Kees? Mais c'est pour détailler un tableau. Peut-être qu'on laisse Aurélie répondre directement sur le forum. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est mieux qu'Aurélie réponde. Ok. Alors, enchaînons. Cette fois-ci, c'est sur l'étymologie d'un mot. On nous demande, en fait, le mot acrotonie a été expliqué dans le cours. Par contre, d'où vient-il et comment on peut expliquer la formation de ce mot? Est-ce que, je crois que Tuxet, sur le forum, a cherché de son côté et n'a pas trouvé de réponse. Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Christian? Alors, on a discuté lors du
book du live en anglais. Hein. Donc bon, c'est vrai que c'est un terme qui est pas toujours très courant. Hein. Bon, c'est utilisé pour parler de la dominance apicale qu'il y a chez la vigne, c'est-à-dire que c'est la tendance que le bourgeon qui se trouve sur le haut du rameau de l'année d'avant pousse plus vite que le bourgeon qui se trouve à la base de ce rameau. C'est généré par tout un tas de relations hormonales à l'intérieur de la plante. Bon, accro, on pense que, comme disait Kiss, c'est la tête en grec, et tonie, c'est la tonicité, voilà. Les tendances acrotoniques, c'est pousser vers la tête. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter un petit peu, Kiss ou Greg. Ok, alors j'espère qu'on va avoir une acrotonie de notre savoir, que ça va nous pousser dans la tête avec la question suivante, qui est sur la conductance stomatique. Il y a quelqu'un qui demande en fait exactement qu'est-ce que ça mesure et comment on peut mesurer cette conductance. Oui, en fait, le stomac conductance, c'est une mesure de l'aperture du stomac. Et si la valeur c'est très large, c'est grand, le stomac c'est complètement ouvert, et le change gazeuse c'est assez libre pour l'échange des CO2. Et si la valeur de la force stomatique vaste, ça c'est-à-dire que le stomac ferme. Et donc, quand la valeur c'est 0, le stomac sont complètement fermés, il n'y a pas d'échange gazeux. Oui, c'est ça. C'est une mesure de l'ouverture des stomates, et donc on rappelle que par les stomates, c'est de l'eau qui sort de la feuille, et c'est le CO2 qui rentre dans la feuille. Donc l'ouverture stomatique a une influence à la fois sur la transpiration de la feuille, mais aussi sur l'assimilation du CO2, qui ensuite dans la feuille, converti par la photosynthèse, peut être transformé en glucides. Ok, merci du coup à tous les trois. Sur l'irrigation, il y a une question sur... on dit que le potentiel hydrique est mesuré avant l'aube. Alors la question c'est est-ce que ça signifie avant la floraison ou vraiment le matin très tôt? Donc c'est réellement le matin très tôt. Donc on peut mesurer la tension de l'eau dans la plante, et en particulier dans la feuille. Pour pratiquer la mesure, on prélève une feuille de la vigne, on la met dans une chambre à pression, et on va appliquer une pression sous la feuille pour équilibrer la tension qu'il y avait dans la feuille. En poussant sur la feuille avec un gaz sous pression, on va équilibrer la pression, et au moment où on atteint l'équilibre, sous les pétioles qui sortent de la chambre, on va apparaître une goutte de sève, et c'est le moment où on sait qu'on a atteint cet équilibre. Donc cette mesure peut se faire à plusieurs moments de la journée. Alors, typiquement, on peut le faire par exemple à midi. Le problème de l'interprétation d'une valeur obtenue à midi ou dans le début de l'après-midi, c'est qu'à ce moment-là, la vigne peut avoir les stomates ouverts ou fermés, et donc il y a un équilibre de la feuille au point de vue hydrique qui n'est pas très stable, parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans la feuille, il y a de l'eau qui sort de la feuille. En plus, les conditions microclimatiques, c'est-à-dire si la feuille est au soleil, à l'ombre ou s'il y a un peu de vent, peuvent influer sur la valeur du potentiel foliaire. Donc, il y a une difficulté d'interprétation du potentiel foliaire mesuré au cours de la journée. Et pour ne pas avoir ce problème, on peut faire la mesure pendant la nuit. Pendant la nuit, en l'absence de lumière, les stomates sont fermés, et donc, après quelques heures, pendant la nuit, le potentiel foliaire atteint un équilibre, et donc, à ce moment-là, toutes les feuilles de la plante sont soumises au même potentiel. Pendant la nuit, en plus, il n'y a pas de problème d'ombre et de soleil, parce qu'il fait nuit, et donc on a des conditions qui sont beaucoup plus homogènes et beaucoup plus faciles à interpréter, et donc on fait effectivement cette mesure avant l'aube, et donc 2 heures avant le lever du soleil, on va dans la parcelle de nuit, on prend des feuilles à la longue
frontale, le lampe torche, on fait la mesure. Et il se trouve que c'est un peu la méthode de référence pour mesurer l'état hydrique de la vigne, et c'est une mesure qui peut rendre beaucoup de service, par exemple, pour piloter l'irrigation de la vigne, ou bien pour connaître l'état hydrique de la vigne dans un climat donné, dans un sol donné, pour mieux comprendre le fonctionnement de la vigne. Ok, donc tous les matins, enfin en tout cas le matin très tôt, était la bonne réponse. Si on reste sur l'irrigation, on parle du goutte à goutte qui est de plus en plus utilisé et apparemment dans le cours, à un endroit on disait que c'était jusqu'à 15% d'économie d'eau et à un autre endroit jusqu'à 50% d'économie. Du coup, quelle est la vraie valeur, la plus proche de la réalité et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette économie réalisée grâce au goutte à goutte? Oui, donc en fait, l'efficacité, la comparaison de l'efficacité de goutte à goutte sur moyen d'irrigation, ça dépend de la comparaison qui ont fait. Ça peut être 15%, jusqu'à 50%. Je pense que j'ai obtenu figure de 15% de l'Université de Californie, mais si on fait une comparaison avec irrigation à l'arrêt. Irrigation à l'arrêt. Okay. Donc, de submersion d'une parcelle. L'inondation d'une parcelle. L'efficacité de l'irrigation, c'est vraiment beaucoup plus efficace. On arrive à une valeur de 50% d'amélioration d'efficacité. Donc, beaucoup d'avantages pour l'irrigation par goutte à goutte. Aussi, un inconvénient quand même. Il y a un risque avec le goutte à goutte que les racines se développent préférentiellement à l'endroit où la goutte tombe et on n'a pas du tout intérêt à avoir ce développement très localisé des racines parce que ça rend la vigne très très vulnérable. Et une fois qu'on a ce développement très spécifique, développement racinaire très spécifique à un endroit précis, la vigne devient extrêmement dépendante du système d'irrigation. Alors pour éviter ce problème, lorsqu'on pratique l'irrigation par goutte à goutte, il faut apporter à chaque apport d'eau, apporter des quantités d'eau significatives pour bien limiter le profil, et après, pendant 2 ou 3 semaines, ne plus irriguer. Donc l'erreur à éviter, c'est d'irriguer 3 ou 4 fois par semaine des petites quantités d'eau, parce que ça favorise le développement préférentiel des racines autour des gouttelettes. D'accord. J'imagine que c'est vrai pour d'autres plantes, je vais essayer de retenir ce conseil. Cette fois-ci, on quitte l'irrigation et on passe sur le type de conduite. On en a proposé 2, le gobelet et VSP. Et du coup, la question était un peu complexe, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est la personne s'interroge sur qu'en est-il sur les petites parcelles? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus adapté? Entre gobelet et VSP, est-ce qu'il y en a une de plus adaptée? Ou est-ce qu'on va présenter d'autres types de modes de conduite? Greg et Chris? Pardon, je pense que la question est effectivement complexe. Hein. Une fois qu'on a compris les principes de la taille, on peut toujours inventer une nouvelle taille. Si on a une toute petite parcelle, on peut se permettre de créer une taille qui est plus longue à développer, par exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de pieds à tailler. Dans la question aussi, il y avait la question de la longévité de la vie qui était évoquée. Alors, la taille en guyot ne réduit pas la longévité de la vigne. Moi, je connais des vignes qui sont centenaires, qui sont taillées en guyot. Au contraire, la taille guyot, quand c'est bien pratiqué, c'est un système qui dure très très longtemps. La vigne en gobelet aussi, on trouve des vignes taillées en gobelet qui sont centenaires, sont justement 2 types de tailles qui permettent une excellente longévité de la vigne. Alors, il y a un 3e type de taille que l'on voit beaucoup, qui est la taille en cordon. Cette taille en cordon, c'est très développé parce que c'est une taille qui est qualitative. C'est une taille aussi qui peut jusqu'à un certain niveau mécanisé, qui peut réduire les coûts de production. Mais justement, cette taille en cordon
a une longévité qui est un petit peu moindre. Alors, c'est pas catastrophique, mais il est assez difficile de faire durer une vigne en cordon plus de 30 ans. Et là où, avec une taille en guyot ou en gobelet, on peut facilement atteindre 50 ans ou plus. Sinon, la question renvoie aussi aux conditions climatiques localement. Parmi ces trois grands systèmes de taille, cordon, gobelet et guyot, la taille en gobelet ne peut être pratiquée que dans des régions avec des climats relativement secs, parce que lorsqu'on taille en gobelet, la vigne n'est pas pailletée et il faut un arrêt de croissance assez précoce dans la saison, parce que sinon, en l'absence de palissage, les rameaux envahissent complètement la parcelle de vigne et à un moment donné, on ne peut plus passer dans la parcelle. Donc, on trouve la taille en gobelet plutôt en Europe, en zone méditerranéenne, où le climat est suffisamment sec pour que la croissance des rameaux s'arrête à peu près à la fin du mois de juillet. Ok, merci. Et si on reste sur la longévité de la vigne, etc., enfin sur son développement, il y a aussi une question sur en fait à partir de quel âge elle peut pousser et faire produire du raisin. Et la première production de raisin est-elle de qualité? Est-ce qu'on peut du coup directement espérer faire du vin avec, j'imagine? Et combien de livres ou de kilos de raisin serait idéal par pied de vigne? La première partie de la réponse. Donc c'est une question complexe, effectivement. Donc d'abord, les vignerons professionnels ne ramassent pas les raisins les 2 premières années, parce qu'ils souhaitent que les produits par les feuilles restent dans le pied et voire dans les racines pour que le pied se développe bien les 2 premières années. On commence à récolter la troisième année. On estime qu'on arrive à un rendement relativement stable à partir de la 5e année. Et après, par pied, ça dépend complètement des systèmes de culture, irrigués, pas irrigués, climat, terroir. Pour donner une idée, en corbière non irriguée, on laisse une vingtaine de grammes par pied maximum. Je pose le rouge, mais c'est grossier comme description. Et Christian, est-ce que quand tu parles de première année, est-ce que du coup ça veut dire que la vigne donne du raisin dès la première année? Dès qu'elle est plantée, on a du raisin? La vigne peut donner dès la première année. Pas beaucoup, très sucré du coup, parce qu'en général le rapport feuille sur fruits est très élevé. Mais bon voilà, on peut regarder une grappe ou deux pour goûter si on veut, mais au niveau professionnel, on conseille de ne pas faire de vinifle les 2 premières années. Ok, merci beaucoup. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, pour produire un vin de terroir, il faut choisir des sols avec une faible disponibilité de minéraux? La personne qui pose la question croyait le contraire, en fait. Greg? Oui, désolé parce que j'essayais de gérer le son à côté. En fait, oui, quand tu as un sol, normalement pour la production, on parle ici, je pense plutôt sur la production des raisins rouges. Parce que quand on a un sol qui a une faiblesse, soit sur l'eau, soit avec les minéraux, ça augmente le niveau de quelques molécules qui donnent, en fait, améliorer la qualité des raisins rouges. Comme la molécule qui est anthocyanins, on dit, qui sont des molécules polaires à la raisin, toutes les phénols, les tannins aussi. Et donc, ça c'est parce que une sécheresse et une faiblesse, plutôt avec azote, ça augmente le niveau des molécules là. Et donc, c'est tradition maintenant qui les
les sols avec une faiblesse de l'eau et minéraux sont les sols qui sont associés avec les ventes de qualité. Ok. Une autre question, dans le cours, donc le module 2 sur la viticulture, il apparaît qu'entre la floraison et la véraison, le potentiel hydrique est entre 0,3 et 0,5 mégapascal. Et on voudrait savoir comment on mesure en fait cette pression. Ça, c'est pour Greg. En fait, je les ai déjà expliqué pendant la séance ici. Comment est-ce qu'on fait une mesure de potentiel hydrique? Et c'est la même mesure. Et on utilise une chambre de pression, le même instrument de faire la mesure là. Mais en fait, les chiffres de 0,3, 0,5 mégapascal, c'est idéal, c'est un chiffre idéal, c'est pas la vraie chose, parce que ça dépend de plus d'un endroit ou pas. Donc, s'il y avait une bonne raison, le potentiel hydrique peut être peut-être 0,1, puisqu'il y a un coup de stress, jusqu'à moins 1 mégapascal, qui est assez stressé dans une région plus sec. Ok. Une dernière question, on retourne à l'irrigation. On a vu tout à l'heure que voilà, il pouvait y avoir des avantages à utiliser le goutte à goutte sur l'économie d'eau. Après, il y avait la spécificité que soulignait Keith en disant attention pour le développement racinaire. Mais du coup, on nous dit, dans les vignes AOC, apparemment l'irrigation est très encadrée, voire parfois interdite. Et on nous demande qu'en est-il en vrai et pourquoi on a besoin de cadrer en fait cette pratique qui peut sembler pleine d'avantages. Alors, commencer. Donc, il y a eu avant, l'irrigation était interdite dans les AOC, et puis depuis 2006, il y a un décret qui a autorisé l'irrigation jusqu'au 15 août, mais qui a laissé le choix aux différentes appellations de réguler ces autorisations plus finement. Alors, c'est là où c'est pas très... Dans chaque appellation, on va avoir des syndicats de défense qui vont autoriser ou interdire ou autoriser sur dérogation l'irrigation entre le 15 juin et le 15 août, par exemple. Certains vont l'interdire complètement au 15 juin. Ouais. Donc, ça dépend de chaque appellation, mais de façon générale, l'irrigation est maintenant autorisée jusqu'au 15 août et est interdite du 15 août à la récolte. Et après, entre le 1er mai et le 15 août, ça dépend du syndicat de défense de l'appellation. Et ça dépend bien du syndicat de défense de l'appellation et pas des ressources en eau de la région localement en se disant attention, là on n'a plus assez d'eau, on arrête d'irriguer? Alors, il est possible que les préfectures aient un droit qui prennent le dessus, c'est-à-dire s'il y a un risque, la préfecture a peut-être le droit d'interdire dans certaines conditions de sécheresse, mais là je ne sais pas. Ok, d'accord. En tout cas, merci à tous les 3 et maintenant 2 d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une très bonne semaine. Donc, dès demain, le module 3 consacré à l'œnologie arrive en ligne. Donc, à 13h heure UTC, 14h heure de Paris pour les impatients. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, pour le live du module 3. À très vite, ciao! Salut Greg, salut Keith, salut Christian!